Hello, hello, bienvenue dans le 36e épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy. Et moi, c'est Aïssata. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui où on va célébrer l'amour et on est désolé pour le camp de la sorcellerie, les lovers du camp de la sorcellerie. Aujourd'hui, une petite pause. Une petite pause parce que c'est pas tous les jours justement qu'on est dans la sorcellerie. Je pense que le but premier, à la base de ce podcast, c'était de parler d'histoires saines et de montrer que tu as de belles histoires qui existent. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Yes, une invitée qui a vraiment un don, selon moi en tout cas, un très beau don du storytelling. Elle a ça. tu écoutes l'histoire. Moi, j'étais aux anges quand j'écoutais son histoire. Je me voyais avec eux dans certains moments clés, comme les fiançailles, etc. Je vivais ce qu'elle vivait, donc j'ai trouvé ça beau comme histoire. Ouais, vraiment une très belle histoire et puis une histoire aussi remplie de d'honnêteté et d'authenticité. Donc j'ai beaucoup aimé ça. On n'essaie pas de nous vendre un rêve, de nous vendre une histoire parfaite, sans défaut, mais une histoire humaine. Et je pense que ça aussi, c'est une des missions du podcast, c'est vraiment des histoires humaines. Donc j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, tu sens que ils se sont battus pour être là où ils sont aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et du coup, je ne sais pas si c'est un spoil ou pas, mais je le dirai quand même. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parle du contraste en fait entre ses anciennes relations et sa relation actuelle et le fait que dans ses anciennes relations, il y a certaines choses qu'elle croyait qui étaient l'amour, mais avec le temps, elle s'est rendue compte que c'était des choses qui étaient plus la passion, qui n'allaient pas durer dans le temps, etc. Et c'est des choses qu'elle a peut-être recherchées au début dans sa relation actuelle et qu'elle a même failli mal interpréter. Elle a failli se dire, et je vois pas tout ce que j'avais l'habitude de voir dans mes autres relations, donc c'est que c'est pas de l'amour. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que souvent, les choses peuvent juste être simples et fluides et tranquilles. Totalement. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une réflexion qui revient souvent. Est-ce que l'amour doit être, tu dois être, c'est passionnel quand tu vois la personne, ton cœur bat, tu n'as pas envie d'être loin de la personne, tout le temps tu es collé à cette personne, ou est-ce que quelque chose de plus calme euh, correspondrait plus à une image de l'amour et à chacun sa définition et à chacun sa manière de vivre l'amour, mais la réflexion qui revient souvent, c'est que pour ceux qui ont vécu tout ce qui est passion, d'avoir un peu peur de passer d'un amour comme ça à un amour qui est un peu plus chill. Et se poser justement la question, est-ce que c'est le vrai? Ouais. Mais bon, on n'est pas en train de vous dire d'aller avec des gens ennuyés. Pardon. Non, non, calme et chill, c'est pas ennuyé, nécessairement. Exactement, parce que dans cette histoire-là, on voit quand même qu'il y avait une entente instantanée entre les deux personnes. Ils ont vraiment cliqué dès le départ. Mais c'est vrai que tout n'a pas besoin d'être plein de roucascas à chaque fois, quoi. Ah, ça, on n'a pas besoin de connaître la brutalité pour que ce soit l'amour. Can I get an amen? Amen, sis. En tout cas, moi, j'ai pas, je sais pas, j'ai pas envie de dire plus que ça. J'ai juste envie de laisser les gens entendre l'histoire, se laisser imprégner de cette histoire, prendre les réflexions qu'ils veulent prendre de l'histoire. Je pense que chacun peut tirer des choses différentes. Mhm. Ils ont eu pas Mhm. mal de défis dans leur parcours. Ah, et aussi, je pense que cet épisode, c'est un épisode, disons, 80% amour, 20% business. Donc, ceux qui aiment l'entrepreneuriat, il y a un peu de pour vous dedans parce que nos invités sont des gens du monde des affaires et ça fait partie intégrale de leur vie. Donc, on en parle un tout petit peu aussi. Totalement, hyper intéressant et on espère que vous allez aimer autant que nous. Vraiment, on vous souhaite une très belle écoute. À la prochaine. On s'est rencontrés au restaurant. J'étais avec quelqu'un depuis quelques années, mais la relation n'était pas. J'ai envie de dire qu'elle n'était pas saine. C'était pas ce que je voulais, mais par loyauté, je restais dans la relation et au final, je suis repartie en France et donc on faisait une relation à distance. Je suis partie pour un voyage de
de 10 jours qui s'est transformé en 6 mois. Par j'ai envie de dire, des coups du destin. Donc, 10 jours pour renouveler mon titre de séjour. Et ensuite, je crois qu'ils m'ont donné plus d'1 mois de délai. Je vais faire mon GMAT. Donc, je me suis inscrite dans un institut de GMAT pendant 3 mois. Et j'ai trouvé du boulot pendant 6 mois. Donc, ce qui était un voyage de 10 jours s'est transformé en 6 mois. Et ça m'a permis vraiment de voir la relation dans laquelle j'étais. Et le fait d'avoir de la distance m'a permis de prendre beaucoup de hauteur et de savoir définitivement que c'était pas ce que je voulais. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui a des principes. J'ai 2 choses quand je suis en couple. Le respect, c'est très important. Et si tu veux plus être avec moi, et tu fais ces 2 choses-là, c'est certain qu'on sera plus ensemble. Soit tu me dis que c'est fini entre nous, ou soit tu me tapes. Ce sont les 2 choses pour lesquelles je suis incapable de revenir avec un homme. Le genre de relation où on se dit oui, c'est fini entre nous, non, en fait, je m'amuse, non, j'étais énervée. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et la violence, qu'elle soit verbale ou physique, c'est vraiment pas mon truc. Donc, tous mes petits copains de l'époque étaient au courant de ces 2 principes-là, de ces 2 choses à ne pas franchir. Et donc, ce jour-là, mon ex m'appelle au boulot. Il me dit oui, ça suffit, il faut que tu rentres en Côte d'Ivoire. Et je lui dis, ben, tu sais, je peux pas. Là, je travaille, j'ai mon GMAT, je dois faire mon master, mon MBA, et je peux juste pas rentrer, en fait. Il me dit, non, il faut que tu rentres et tout, sinon c'est fini entre nous. Tadam, la phrase clé. Je dis, ben, écoute, tu sais, je suis fan de toi, mais si tu me dis ça, je peux juste plus rester avec toi. Il me dit, je te dis que c'est fini entre nous. Je lui dis, ok, y a pas de problème. Il était 18h. J'ai rencontré mon mari à 20h, le jour même, dans un resto. On a une amie en commun qui partait définitivement de Paris et qui faisait une espèce de farewell party. Et on s'est rencontrés ce jour au resto. Et à vrai dire, j'avais juste pas la tête à genre un gars, honnêtement. J'étais juste dans mon truc de... Voilà. Et j'ai une amie qui m'a dit que quand ça fait mal à l'intérieur, il faut que ça shine à l'extérieur. Donc je suis allée acheter de beaux vêtements à la sortie du bureau. Je suis allée me faire maquiller. J'étais juste sur mon 31 à cause de mon gourmet. Donc je rencontre mon mari. Parmi tous les invités, il arrive en retard. Et puis, je sais pas comment expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, mais quand il est arrivé à mon niveau et qu'on s'est salué, c'était pour moi comme un arrêt sur image. J'ai eu l'impression qu'on se connaissait depuis toujours et qu'on avait eu une vie ensemble. C'est très étrange comme sentiment. Vraiment comme plein d'images, déjà vues d'une vie ensemble. Puis on s'est présenté. Ensuite, la soirée se déroulait, on a beaucoup parlé ensemble. Mais moi, j'étais vraiment dans mon optique bon, je passe un bon moment sans plus. Et j'étais absolument pas en mode séduction ou quoi que ce soit. Et finalement, il y a quelqu'un au bout de je ne sais combien d'heures qui fait, mais les gars, le dernier métro et tout. Donc, il y a tout le monde qui se précipite vers la sortie. Et il s'avère que mon mari habitait à 10 minutes de chez moi. Donc, on était à des stations collées. C'était à une station de chez moi. Donc, on rentre ensemble. On continue de discuter, on prend le métro. Le métro s'arrêtait pas chez lui. Enfin, c'est les métros de nuit qui sautent des stations et tout. Je lui dis, écoute, j'ai ma voiture, donc je pourrais te raccompagner. Finalement, ma voiture est chez moi. On marche pendant 30 minutes pour arriver chez moi. Il neige, c'est magnifique, il fait beau. Il y a les lumières de Noël. C'était juste idyllique. J'ai passé une soirée, mais incroyable, à parler avec quelqu'un comme si on se connaissait depuis toujours. C'était naturel, en fait. C'était fluide, c'était sans forcer. Donc, je le raccompagne chez lui. Et puis, il prend pas mon numéro de téléphone. Je dis, mais c'est magnifique. C'est une très belle soirée. Mais c'est incroyable. En plus, il n'a pas pris mon numéro de téléphone. Mais ça a resté un souvenir, genre d'une de mes plus belles rencontres, tu vois. La rencontre d'un soir. Il s'est rien passé. C'était juste une connexion indescriptible, sans
par derrière avoir quelque chose de séduction, de drague, etc. Donc j'étais très contente. Et puis quand je suis arrivée à la maison, je regarde le groupe Facebook à l'époque qui avait été créé pour le dîner, où je vois, il me retrouve, il me fait coucou, je t'ai retrouvé. Et là, on chatte jusqu'à genre pas d'heure. Donc j'ai encore les échanges de cette première discussion-là, où à un moment je lui dis, écoute, je suis fatiguée d'écrire, tu veux pas m'appeler? Puis je lui donne mon numéro de téléphone. Et du coup, j'ai pas la suite de la conversation, mais voilà. Donc depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on s'est pas lâché. Ça fait bientôt 15 ans. Donc après la soirée, le lendemain, naturellement, je crois qu'il me rappelle, enfin je sais plus qui a appelé qui, mais le lendemain, on se voit, on passe du temps ensemble, il se passe rien. Et donc ça s'est fait naturellement. Donc au bout de quelques jours, on a flirté. Mais moi, dans ma tête, j'étais toujours, ok, je passe un bon moment, sans plus. J'ai pas de gars, en fait. Et donc, c'est le gars même qui était, son mari qui était très à fond. Il savait ce qu'il voulait. Il paraît que les gars, ils savent très très vite ce qu'ils veulent. Je le soupçonne d'avoir eu le coup de foudre ce jour-là, même s'il veut pas l'admettre. Et en tout cas, c'était en mode, ok, très bien, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect tout de suite. Les flottes étaient pas mal non plus. On s'entendait bien, on habitait à côté, on était vraiment sur le même niveau de valeur, etc. Et puis, je me souviens, pendant cette période-là, souvent, je disais, mais je suis pas ta go. En fait, je dis, mais je suis pas ta go, en fait. Ils me regardaient, genre, mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois ma go, en fait? En fait, tout ce qu'on doit faire, qu'est-ce que tu racontes? Et au final, je me suis apaisée. Et c'était comme une évidence, honnêtement. Je luttais contre l'évidence, en fait. Jusqu'au jour où on est venu, donc on s'est rencontrés en janvier, en mars, on est venu à Abidjan. Quand on est venu, il m'a présenté à sa famille, alors qu'il n'avait jamais ramené de fille à la maison. Du coup, c'était vraiment un big deal. Il y avait les oncles, les parents. J'ai trouvé ça, mais donc pendant que la famille parlait, je le tapais, je disais, mais je suis pas d'accord, on va pas se marier et tout. Il me regardait et dit, calme-toi, calme-toi. Et au final, j'ai appelé mon père après la rencontre avec ses parents. Et puis j'ai dit à mon père, tu sais, j'ai un nouveau copain et tout, qui m'a présenté à ses parents. Et mon père dit, écoute, je pars à Paris, demain je veux le voir ce soir. Donc, il allait voir mon père. Mon père qui avait déjà rencontré un copain à moi plus tôt, mais qui n'était pas du tout ouvert à ça. Mon père, ce jour-là, était naturel. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça très étrange parce que mon père était lui-même. Mon mari, à l'époque, était lui-même. Et ça passait, en fait. C'était comme si, je sais pas, c'était comme s'ils se connaissaient. Et ensuite, mon père a appelé ma mère pour lui dire, écoute, je pense que elle a quelqu'un à nous présenter. Et ma mère, à cette époque-là, était en Europe pour des soins médicaux. Donc, elle m'appelle, elle me dit, il faut que vous veniez tout de suite. Donc, on a pris notre avion, on est reparti en Europe. On a rencontré ma mère. Et j'ai toujours dit que le copain que ma mère va accepter, c'est mon mari. Parce que ma mère, elle a jamais accepté personne. Et je voyais ma mère, c'était fluide. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Ça m'a permis vraiment de, genre, me poser tout doucement et d'observer, en fait, d'être moins, non, je suis pas ta go, moins petite fille, entre guillemets, dans mon attitude et d'être plus responsable et de me dire, enfin, là, on est quand même, il y a quand même quelque chose de sérieux qui se profile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi et regarde et observe. Est-ce que c'est ce que tu veux, tout simplement? Et c'était en tout point ce que j'avais toujours désiré. J'avais prié, je prie énormément, j'avais prié pour ça, pour un mari qui croit en Dieu, un mari qui me respecte, qui est famille, qui est responsable, avec lequel tout se passe bien, physiquement, émotionnellement, spirituellement, sexuellement. Et vraiment, en tout point, Dieu m'a donné cet époux-là. Donc, à un moment donné, tu vois, tu es devant une évidence, en fait.
C'est sûr que au départ, j'étais pas... c'était tellement apaisé. Moi, j'étais toujours dans des relations très conflictuelles, etc. Et cette fois-ci, c'était tellement apaisé que j'ai pas reconnu que c'était mon mari. Et donc, je l'ai quitté. Après toutes les visites des parents et tout ça, en décembre, je vais rentrer à Abidjan. Et puis, il y a eu des conflits. Je sais plus, c'était qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait une petite instabilité. Et donc, je pouvais pas rentrer. Et j'étais vraiment dégoûtée et tout. Je disais, moi, j'ai besoin de ma dose de vitamine D. Je veux mon soleil. J'ai besoin d'aller à la mer. J'ai besoin de légèreté. J'ai besoin de prendre des vacances. Parce qu'à l'époque, en plus, je travaillais beaucoup. Et il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète pas. On va partir. Je nous prends des billets pour la République dominicaine. Donc, on part à Punta Cana. C'est un voyage magnifique. By the way, là-bas, on fait une expérience que je déconseille aujourd'hui à tout le monde, mais on nage avec les requins, lui et moi. C'était vraiment, genre, on a toujours aimé les sensations fortes. Et c'était un très beau voyage. Et quand j'ai observé comment ils me traitaient là-bas, la bienveillance, le respect, en fait, j'ai toujours dit, en fait, ce monsieur-là, il ne cherche pas une go, il veut une femme. En fait, c'est pas un gars, c'est un mari, en fait. À l'époque, j'avais 22, 23 ans. Donc, dans ma tête, je pensais que j'avais encore le temps, etc. J'étais vraiment pas prête, surtout que je sortais d'une longue relation. Donc, j'étais pas vraiment prête. Donc, quand on est rentré, on avait pris un appartement ensemble. On est rentré à Paris. On est rentré de Punta Cana. L'appartement était ameubé, donc il était vide avec 0 meuble. J'ai regardé l'appartement, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est bon en fait. Je suis pas prête, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je sais pas, moi quand je suis amoureuse, il y a plus de feux d'artifice. Là, c'est trop calme. Vraiment une déformation de relation insane en fait. Où tu penses que c'est ça l'amour, alors que l'amour c'est la paix en fait. Et là, je lui dis, écoute, c'est fini, je pars. Et chaque jour, je reviens dans l'appartement pour prendre un t-shirt, soi-disant. Et je vois mon mari qui est juste à terre. Il a toujours la tête entre les mains. Et puis, il me regarde et il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, ben, écoute, je suis pas ta go, mais bon, ça va aller. Et je repars. Donc, je suis retournée chez mes parents. À l'époque, ils n'étaient pas là, donc l'appart était vide. Et j'ai fait ça pendant, je sais pas, 2-3 semaines. Et tout le monde m'a appelé, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une erreur. Je disais, mais qu'est-ce que ce gars-là vous a donné, en fait? Vous le connaissez d'où, genre? Pourquoi tout le monde se rallie? Pourquoi tout le monde me dit que c'est le bon? Je reconnaissais pas ce qui se passait. Et finalement, je revenais, il me manquait terriblement. Je disais, mais tu as pris la décision. D'habitude, ça me fait pas aussi mal. D'habitude, j'ai pas cette sensation d'inconfort qui dure aussi longtemps. Il y a quelque chose qui se passe. Et éloignée, je me suis posé les vraies questions. Et j'ai compris, en fait, que c'était le bon. En tout cas, ça valait le coup d'essayer vraiment quelque chose. Et pas d'être in and out. Non, tu es mon gars. Non, en fait, non, tu crois que... Enfin, de donner une réelle chance à la relation, en fait, tout simplement. J'étais pas genre dans ma tête le mariage, forcément. Mais j'étais, ok, cette relation mérite du sérieux, tout simplement. Donc, finalement, j'ai décidé de revenir, de me poser, et c'est là que la relation, pour moi, elle a vraiment commencé, en fait. Donc, quand je reviens dans l'appartement, je me pose, je décide vraiment de donner une chance à la relation. Et puis, un jour, mon mari me dit, ton corps a changé. Je dis, ah, mon corps a changé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et puis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je lui dis, ok, écoute, tu sais quoi? Pour te rassurer, je vais faire un test de grossesse. Et tu vas voir que, voilà, j'ai juste, je sais pas, plus de rondeur, c'est tout. Mais il n'y a rien. Et là, je fais un test de grossesse qui est... Il n'y a même pas que 2 traits, il y a 4 traits sur le test tellement. Mais au bout de 2 secondes, le test affiche les 2 traits bien foncés. Et je vois que je suis enceinte. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça?
On n'est pas mariés. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je me suis dit, non, mais je peux pas le garder, c'est pas possible. On n'est pas mariés. Moi, j'ai une grande carrière devant moi. Je suis pas encore, et à l'époque, j'étais en cabinet d'audit. Donc, je disais, non, mais je dois être au moins manager. En fait, vraiment, j'étais en mode ambition professionnelle d'abord. Et j'appelle ma mère. Ma mère me dit, oh, bon, écoute, c'est pas ce qu'on avait prévu là, comme ça, genre. Mais bon, j'appelle mon père et je lui demande, je lui dis que je vais lui parler. Il me dit, oui, ça tombe bien, je suis à Paris demain. Et mon père revient et puis il me dit, alors, ça va? Je dis, oui, j'ai quelque chose à te dire. Il me dit, tu attends un bébé, c'est ça? Ok, ma chérie. Alors, maintenant, tu nous fais un beau bébé, tu te remets en selle, hein, parce que le monsieur avec qui tu es, c'est une flèche, hein. Faut pas que tu restes derrière, hein. Il faut vraiment que tu catch up et tout. J'étais là, ok. Et mon mari, quand il a vu les 2 traits, il était le plus heureux du monde. Il m'a dit, mais ma princesse, mais c'est génial, on va avoir un enfant. Il était ému, il me dit, on va avoir un enfant. Je lui ai dit, mais regarde, on n'est pas dans des conditions. Il me dit, t'inquiète pas, je trouve un autre boulot qui sera beaucoup mieux payé. Ne t'inquiète pas, je vais vous mettre dans les conditions. Tout va bien se passer. Il était mais hyper content, il était tellement content. Je trouvais c'est trop. Je dis, mais tu te rends pas compte en fait. Genre, je dis que j'attends un bébé et tu es content. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, je me retrouve face à l'amour, tout simplement, et que je reconnais pas. Et au final, la réaction de mon mari et surtout de mon père, mon frère me dit, il y a quelque chose à creuser là. Et là, je me pose et j'ai le ventre qui s'arrondit et je commence à me dire, waouh, je vais être maman. Et là, je rentre dans l'aventure de la maternité, mais avec sérénité. Et là, je suis posée. J'ai l'impression que la grossesse m'a posée définitivement, en fait, à acter le choix que j'avais fait et que j'avais peur d'assumer. Donc, le bébé grandit. Et je n'ai jamais eu de doute qu'on allait se marier, en fait. Parce que le simple fait qu'il m'ait présenté 3 mois après à ses parents, j'ai rencontré ses parents, c'est pas du genre à recevoir, ils sont vraiment bien musulmans, bien ancrés dans la tradition. Mon mari est très correct, c'est vraiment pas le genre à avoir, on voyait 10 000 go à la maison, etc. Donc, je savais déjà, avec cette base-là, que on allait se marier avec le bébé. En plus, c'était une évidence. Il a fait les choses bien, Karim. Il voulait une famille. Il m'a jamais dit non, tu es ma go. Ça a toujours été ma princesse. Ça a toujours, avec beaucoup de respect, comme si j'étais déjà sa femme en fait. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et puis, ce qui était très très marrant dans cette partie justement de demande en mariage, là, mon mari est romantique. Et je lui ai dit, moi, les choses où il y en a un bébé, on vit ensemble, donc évidemment qu'on va se marier, donc il n'y a pas de demande en mariage, je ne suis pas dedans. Faut que tu fasses les choses bien. Je veux que tu mettes le genou à terre, je veux le romantisme plus, donc tu vas faire la demande en mariage. Ils ont fait le mariage traditionnel avant, sans nous, nous on était loin, ok. Donc on était déjà mariés. Je lui ai quand même dit de faire sa demande de mariage civil en bonne et due forme. Et je savais qu'il allait la faire. Il m'a dit oui, t'inquiète pas. Donc, tous les jours, quand il part au bureau, je cherche partout la bague dans la maison. Je ne trouve pas de bague. J'étais en mode, mais attends, mais où est-ce qu'il met la bague? Je cherche la bague. Dès que mon mari me dit on va au restaurant, je me mets sur mon 31. Il dit, mais hey, tu dis on va au McDo, je mets mes derniers talons. Je dis, mais il va m'inviter. J'ai fait ça jusqu'à, je sais plus combien de temps, j'étais épuisée, j'étais là, mais attends, il jouait avec mes nerfs en fait. Et puis, pendant que j'étais enceinte, il m'a invité à Prague. Donc on part en République tchèque, je me dis, mais là je prends toutes mes dernières femmes, je me dis, mais c'est là-bas, oh my god, il est trop romantique, forcément il va me demander en mariage à Prague. Jusqu'au dernier jour, rien. Je rentre, je dis, mais attends, tu sais au moins que tu me demandes pas en mariage le civil, là. Je vais pas faire avec toi en fait. Et puis j'accouche, notre premier, un garçon trop beau. Et j'ai ma thèse à finir parce qu'en même temps je faisais mon master SPI, donc je devais soutenir, donc j'ai ma thèse, donc j'accouche
10 jours après ou quoi, j'ai ma thèse à soutenir. Donc, je suis en mode allaitement, écrit de la thèse, répété. Enfin bref, c'était une période assez compliquée. Je finis. Et puis, on devait aller à une pièce de théâtre. Sa sœur nous avait offert une pièce de théâtre. Depuis longtemps, on n'avait pas pu y aller. Donc, on s'est dit qu'on allait aller voir la pièce et puis lui dire oui, merci pour le cadeau et tout. Donc, on part au théâtre avec un de ses amis. Et puis, pendant la pièce de théâtre, il me dit, un peu avant la fin, il me dit, ah ouais, il y a le rush des toilettes là. Donc, je vais y aller rapidement et comme ça, on se retrouve en bas. Je dis, ok. Et pendant que je regarde la fin de la pièce de théâtre, quelqu'un tape sur scène. Je me dis, et mon mari, des fois, il a un peu tête en l'air, en fait. J'ai dit, mais il a confondu les toilettes avec la scène. Mais comment c'est possible? Et là, je dis à son ami, mais c'est lui qui est en train de faire ça. Je lui dis, mais je vais plus lui parler, c'est mort. Là, il faut plus qu'il me parle. La honte, mais c'est incroyable. Et les acteurs qui arrêtent la pièce, qui disent, il y a quelqu'un qui tape. Et ils ouvrent la porte sur scène. Et je vois mon mari. Il le regarde. Et mon mari s'avance sur le podium. Il dit bonjour. Je lui regarde, j'ai dit, mais il se rend pas compte que c'est pas les toilettes. Il se rend pas compte que c'est pas les toilettes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la tête. Et tout le public le regarde. En plein milieu, on ne comprend pas. Il dit bonjour. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour une femme. J'aimerais que vous accueilliez Étienne. Et là, il y a tout le monde qui commence à applaudir. Non, mais je te dis, le vertige, je n'ai jamais vu autant de vertige. Moi qui ai fait ça au parachute. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je descends. Ils ont mis un fauteuil, lumière cosy. Et là, genou à terre. Il me dit, ma princesse, j'ai attendu ce jour depuis tellement longtemps. Tu es la mère de mon fils. Tu es la femme de ma vie. Est-ce que tu veux être ma reine pour toujours? Oh my God. Quand il a dit ça, j'ai même pas dit oui, que tout le public a commencé à crier, à applaudir. J'étais en mode... Après, on descend. Je regarde dans le public. Tous nos amis sont là, en fait. En fait, il a pris une place en haut, à l'orchestre, et tout le monde était déjà en bas. Il avait tout prévu. Vraiment, les gens étaient en mode, mais madame, il est trop courageux, mais oh là là, mais votre mari. Mais vraiment, tout le monde était en mode, mais vous avez trop de chance et tout. Et puis, donc, on sort, et puis là, je vois la limousine dehors. Madame, et là, je monte. Il avait tout prévu, ce jour-là. Et donc, après ça, on a commencé à préparer le mariage. Donc, on avait un fils à l'époque. Et on a décidé de se marier à Abidjan. Donc, c'était avec la famille. Enfin, on s'est organisé à distance. Et on s'est marié en 2012, donc l'année d'après. Et j'ai fait ma bachelorette party à Paris. Et quand je suis rentrée, je me suis sentie super mal. Et j'ai vomi quand je suis rentrée de ma bachelorette party. Je me suis dit, oulala, moi je vomis pas. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris un test de grossesse. J'ai fait le test et le test était négatif. J'ai fait, waouh. Et je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, je me lève, je vais me laver les dents. Et je vois 2 traits. J'avais bébé 2 dans le ventre. Je l'ai découvert 10-15 jours avant le mariage. Et bébé 1 est né en 2011. Je découvre en 2012 que j'ai bébé 2 dans le ventre. Je l'appelle, je lui dis, tu as vu le test ce matin? Il me dit, oui, j'ai regardé, il était négatif. J'ai fait, non, t'as pas regardé, parce qu'il y a 2 traits. Et là, mon mari est en mode, waouh, ok. Comment on fait? Ils ont 1 an d'écart, là, comment on fait? Et donc, je me suis mariée enceinte. Mais ça ne se voyait pas. Et
on est rentré à Paris juste après et j'ai eu de grosses difficultés avec la deuxième grossesse. J'ai fait 4 mois d'hospitalisation dès que je suis rentrée, le lendemain. Du lendemain jusqu'à ce que bébé naisse, j'étais à l'hôpital. Des fois, je sortais pour 2 jours, 3 jours, je revenais parce que j'avais eu de grosses complications. Et on a décidé de rentrer à Abidjan parce qu'on était fatigués. Et puis, avec un enfant, c'était déjà très compliqué. Avec un deuxième, et moi, j'ai jamais eu pour ambition de rester en France, et lui non plus. Donc, on s'est dit, ah, c'est le moment de rentrer. Et au mariage, on a rencontré celui qui était son ancien patron. Enfin, je le connaissais, mais il a rencontré mon époux. Et ils se sont bien entretenus. Et la formation de mon époux correspondait exactement au département qu'il était en train d'ouvrir. Donc, il avait déjà eu des entretiens et tout, genre dans la période du mariage avec son ancien patron. Et au final, on a décidé de signer le contrat pour qu'il rentre avec lui. Et donc, quand j'ai eu bébé 2, mon mari est rentré genre une semaine après. Alors, en termes de carrière, je m'inquiétais pas vraiment par rapport à ça et on s'était dit qu'on allait entreprendre, mais qu'il fallait d'abord un qui ait des revenus stables, etc. et que l'autre commence à impulser l'entreprise, les entreprises pour pouvoir permettre au premier de se lancer à fond. Il fallait déjà que ça prenne déjà. Donc, on avait déjà des projets, on avait commencé à avoir ses collègues, etc. pour une levée de fonds dans le domaine agricole. Donc, on voulait faire de l'agro-business, le vrai agro-business. Donc, lever des fonds, avoir une plantation plantée et puis remonter les dividendes. C'était le plan qu'on avait initialement. Du coup, je rentrais avec justement une grosse charge, c'était de pouvoir mettre en place ce projet-là. Et avec ma formation audit et finance de marché, je savais que anytime, je pouvais trouver du boulot, tu vois. Donc, la priorité était déjà de gérer ces 2 enfants à bas âge qui avaient même pas, ils avaient même pas 2 ans. Rentrer, donc gérer le déménagement, venir dans un nouveau pays, hein, parce que quand tu pars, je suis partie adolescente, tu reviens, c'est pas les vacances. Donc, gérer tout ça. Du coup, c'était beaucoup de boulot. J'étais jeune à l'époque, j'avais 25 ans, 2 enfants, récemment mariée, avec des entreprises à lancer. Du coup, c'était genre un peu compliqué. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai commencé à regarder. J'ai compris que, en fait, en Côte d'Ivoire, si tu veux faire un business, tu peux pas le faire à distance. C'est mort, en fait. Il faut que tu sois impliqué. Il faut que tu comprennes. Sinon, ton business, il va pas prospérer. Les gens vont te voler. Tu vas pas comprendre, en fait. Le monde du travail pour moi, était vraiment différent de celui de Paris et n'était pas si intuitif que ça. Donc, j'ai décidé de pouvoir bien me plonger dans le monde du travail en trouvant du boulot en finance de marché. Donc, j'étais chez un broker. Et puis, je me suis dit, là, au moins, je sais pas, je suis dans un cadre qui est déjà bien défini. Ça me permet de comprendre un peu plus la mentalité des Ivoiriens dans le milieu du travail. Et puis, ça me permet de peut-être avoir des clés pour lancer nos projets, tu vois. Et puis, un soir, j'ai un doute. Je fais un test de trait. Yeah! Donc, entre bébé numéro 1 et bébé numéro 3, jour pour jour, il y a 3 ans. Donc, j'ai fait 3 enfants en 3 ans. Alors, quand on s'est rencontrés, ce qui m'a plu justement dans cette rencontre, c'est qu'on a abordé beaucoup de choses essentielles dès le départ. Est-ce que tu veux une famille? Si oui, est-ce que tu veux des enfants? Combien d'enfants tu souhaites avoir? On a abordé ces sujets-là de fond en comble. Mon mari est musulman, je suis chrétienne. Si on a des enfants, de quelle religion ils sont, comment on les éduque, quelles sont nos valeurs, où est-ce qu'on veut les voir grandir. Vraiment, on a posé des questions essentielles. Donc, on était comme alignés sur un certain nombre de points. Le seul point sur lequel on n'était pas alignés, c'était sur le nombre d'enfants. Moi, entre mon petit frère et moi, il y a 15 ans. Donc, j'ai grandi seule et j'ai des demi-frères et sœurs, mais mon petit frère de la même mère
et on a 15 ans d'écart. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. Depuis que j'ai 9 ans, je sais que je vais avoir une grande famille. Et j'ai écrit à 9 ans que j'allais avoir au moins 5 enfants avec le même papa et la même maman. Donc, c'était un rêve d'enfant, mais un désir très, très profond. J'ai toujours été maternelle, etc. Je savais. Maintenant, le nombre d'enfants, il en voulait 3. Donc, on était au troisième. Jusque-là, tout va bien. Donc, quand je vois les deux traits, je, j'appréhende énormément parce que mes grossesses sont compliquées. C'est alitement. La grossesse numéro 2, ben, bébé 2 est né prématurément. Donc, il a fait plus d'un mois en néonat à Paris. C'est une expérience assez difficile, mais qui finit bien, hein. Mais c'était quand même une épreuve. Et du coup, quand je vois les deux traits, je me dis, ouh là là, je revois encore tout le circuit médical, grossesse, cerclage, alitement, frein, stop, pause dans ta vie, pour pouvoir mettre au monde ce bébé. Et je me dis, OK, bon, écoute, on en voulait, j'en voulais 5, il en voulait 3. Mais j'avoue que la difficulté des grossesses, quand j'ai accouché de mon premier, je me suis dit finalement, 5, ça va devenir 4 ou 3 parce que non, en fait, c'est trop compliqué. Donc, comment je lui ai annoncé ça? Il était à table. On a dit, on passe à table. Et puis, je suis allée, j'ai fait le test rapidement avant d'aller à table. Et là, je vois le truc. Et puis, j'ai plus faim. Je dis, non, mais en fait. Il dit, ah, tu manges pas? J'ai dit, non, finalement, vas-y, bon, je mange. J'ai plus faim. Et à 4 heures du matin, je dors pas et je le réveille. Je lui fais, écoute, faut que je te dise quelque chose. Et sur ça, il fait, encore? Je dis, oui. Et là, mon mari est Djula. Les Djula, ils refusent jamais les enfants. Et c'est une bénédiction. Donc, il le prend avec le sourire. Et là, dans ma tête, il faut qu'on accélère les choses, les projets. On peut plus se contenter que d'un salaire. Il faut qu'on y aille, en fait. Là, on est dans la cour des grands. On a 3 enfants. C'est plus de la blague. Il faut qu'on soit vraiment, vraiment responsable sur tous les plans. On l'est déjà, mais il faut qu'on monte en responsabilité parce qu'on monte en nombre de personnes à charge. Pendant cette période de stop par rapport au congé mat, etc., je commence à tester l'immobilier, qui est le domaine je sais pas comment je vais dire ça, c'est un domaine qui est naturel chez moi parce que mon père est promoteur depuis près de 40 ans et du coup, j'ai grandi sur les chantiers, etc. Donc, pour moi, l'immobilier a toujours été comme un hobby. Et pendant les difficultés de grossesse que j'ai eues également avec bébé 3, je ne pouvais plus repartir au boulot normalement. Et pour avoir un complément de revenu, j'ai essayé de trouver en tant qu'intermédiaire des biens à des personnes qui avaient besoin de louer des maisons et en l'occurrence à des gens de la BAD. Ça coïncidait avec l'arrivée de la BAD en Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu pas mal de clients internationaux qui cherchaient des biens aux standards internationaux avec des prix corrects et je leur proposais ça. Donc je parle anglais, je parle français, je présente bien, je comprends un peu ce qu'ils recherchent et donc j'ai quand même pu me faire une petite clientèle. J'ai pu louer des maisons comme ça. Et j'ai compris en fait que il fallait que j'arrête la vie d'emprunt de oui, tu vas au plateau, tu t'assois dans un bureau toute la journée. C'est absolument pas mon tempérament en fait. Donc quand j'ai accouché, j'ai décidé de quit et de me lancer à fond pour plusieurs raisons, pour la famille, pour les projets qu'on s'était dit, et puis pour me donner une chance tout simplement. C'est comme ça que naît notre première entreprise parce que il était encore en poste, mais on a travaillé ensemble sur le projet et c'est moi qui étais sur le terrain. Là, on est bien lancé, le boulot à fond, les chantiers tous les jours. Et by the way, on lance aussi, là, je me lance dans le social, euh, dans Petite Main. Et donc, on commence à aider les orphelins, on les nourrit, les enfants de la rue. Donc, ça s'intensifie parce qu'il y a des activités toutes les 2 semaines avec plus de 1000 enfants par activité à nourrir, etc. Donc, en même temps que ça grandit, le business grandit, le nombre de chantiers augmente. Et là, je fais une anémie sévère
parce que j'ai un contraceptif qui me va absolument pas à l'époque. Et je travaille beaucoup. Je me rends même pas compte que ma santé est en train de péricliter. Je m'écoute pas, je mange pas assez. Je cours, je cours, je cours. Je maigris. Et à un moment donné, je commence à ne plus pouvoir bien respirer. Et je vais à l'hôpital. On ne sait pas ce que j'ai pendant longtemps. Mais j'ai des gros problèmes respiratoires qui commencent au fur et à mesure. Je ne comprends pas. Et puis, en fait, on se rend compte que je fais ce qu'on appelle une dyspnée, je sais pas dire ce mot, respiratoire. Ça veut dire que j'arrive de moins en moins à respirer parce que le sang ne circule pas comme il faut et donc ne transporte pas l'oxygène comme il faut. Et donc là, il me faut faire un break. Et là, je fais un break de 4 mois. Et je reste à la maison et j'ai des perfusions pour me remonter, en faire toutes les semaines. J'ai des perfusions à domicile. Et ça me permet de repenser aussi les choses, de revoir l'essentiel, parce que c'est vrai que courir, c'est bien, mais je me rends compte que mon dernier fils a 3 ans ou 4 ans, et que si jamais je pars, il se souviendra même pas de moi. Donc, je me dis, écoute, faut revoir les priorités. Et finalement, pendant ce temps-là, ben toujours, hein, nous, on est toujours très connectés, physiquement, hein, très, très connectés. Perfusion, pas perfusion, c'est pas un problème. Et puis au final, un jour, encore une fois, j'ai un petit doute. Je commence à mieux comprendre mon corps de toute façon. Et je me dis, tiens donc. Et là, ce jour-là, ça va mieux. C'est au bout des 4 mois. Ça va mieux. Je vois les deux traits. Je le fais le matin, je vois les deux traits. Je m'habille, je me sape, je vais au bureau. Il me dit, ah, c'est bon, aujourd'hui, tu viens travailler. Et je lui dis dans l'oreille, tu vas être papa. Il me dit, ah, c'est vrai? Et là, il est encore content pour le quatrième. Je me dis, OK, 3 plus 4, ok, c'est bon. Et j'appréhende encore parce que difficulté de grossesse, alitement, etc. Et je me dis, oh, j'espère que ça va être une fille. Bon, OK. Et puis finalement, c'est un garçon. Je suis très contente. Et ça se passe un peu mieux que les autres, mais c'est toujours difficile. Ça se termine en césarienne, etc. Et après ça, je reprends le boulot. On a une petite crise de couple. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses en même temps. Les entreprises à gérer, les enfants, etc. On a une petite crise de couple. Pas très grave, mais on est un peu, on se boude un peu, etc. Et là, il connaît mon point faible, c'est les voyages. Et là, il m'offre un voyage il dit oui, viens, on se retrouve à Accra. J'ai toujours eu envie d'aller au Ghana. Et on arrive à l'aéroport, mon passeport ivoirien étant périmé. Ils me disent, écoutez, vous avez un autre passeport, mais vous pouvez l'utiliser pour Accra que si Accra est un transit. Donc, il vous faut une destination finale. Du coup, d'Abidjan à Accra, c'est Emirates. Donc, évidemment, on prend Dubaï. Et comme ça, on perd pas tout l'hôtel de Accra, etc. Et puis, on y va. Et puis, on s'est dit, oui, allez, on va à Dubaï. Donc, on fait Accra, Dubaï. Et là, on se retrouve et on fait notre premier saut en parachute. Et c'est juste extraordinaire. Et c'est une expérience qui t'humilie, qui te rend humble, en fait, parce que tu te rends compte que la Terre est énorme. Côté adrénaline, c'est, je crois, 100%, hein. Et puis, tu le fais avec ton mari, et puis vous vous reconstruisez. Donc, quand on est revenu, je pense que c'est peut-être à Dubaï que bébé a été conçu. Et quand on est revenu, que je fais le test, tu vois, les deux traits. Et là, le fait qu'il soit venu après une crise et qu'on ait refait le choix encore d'être ensemble, etc., bébé 5 c'est juste encore une histoire particulière, tu vois. Donc, on le prend avec beaucoup comme un cadeau du ciel. C'est pas faire un bébé pour se mettre ensemble, c'est refaire le choix d'être ensemble malgré les difficultés et avoir derrière un cadeau. C'était ça, c'était comme ça qu'on l'avait pris. Et bébé 5 la grossesse, c'était beaucoup plus simple que les autres. C'était ma plus belle grossesse. Ça s'est très bien passé. Quand les difficultés ont commencé au départ, j'ai fait mes prières, j'ai dit à Dieu que franchement, j'ai déjà souffert 4 fois, alitement, etc., stress, hospitalisation. Le SAMU vient me chercher. Vraiment, là, le cinquième cadeau, là, ça va qu'être un vrai cadeau où on va profiter, qu'on va enjoy, en fait, tout simplement. Donc, je crois qu'il a écouté mes prières, qui étaient très sincères. Bébé 5 de cette prière-là,
jusqu'à l'accouchement. C'était magnifique. Je brillais, je faisais mes activités. Donc, le boulot, ça a été vraiment easy. J'ai bien fait mon boulot jusqu'à la fin, sans stress. L'accouchement, c'était un accouchement vraiment de rêve. Vraiment de rêve. C'était le meilleur accouchement. Honnêtement, même les sages-femmes et les gynécos étaient en mode, oh, c'est juste vraiment un accouchement de rêve. Mon bébé 5 arrive. Et là, on monte encore en business, toujours. Les sociétés, plus de contrats, plus de chantiers, plus de fonds à gérer. Il y a un point à savoir, c'est que tous nos bébés ont été conçus au retour d'un voyage. Bébé 1, c'était Punta Cana. 2, c'était Dubaï. 3, c'était, je sais plus où, hein, le troisième. Le quatrième, c'était Thaïlande. Le cinquième, c'était Dubaï, saut en parachute. Et le sixième, on a dit qu'on va aller aux Seychelles. On va aux Seychelles. Tout le monde nous a prévenu que faut faire attention. Donc, on a fait très attention là-bas. Mais quand on est rentré naturellement, et voilà. Alors que j'ai oublié que nous, la subtilité, c'est qu'ils sont conçus au retour d'un voyage. Genre, dans le mois qui suit le voyage, conception d'un bébé. Donc, on part aux Seychelles. C'était un voyage très, très, très bien. Et c'était un voyage, on peut fêter nos 10 ans de mariage. Puis bébé était conçu et bébé est né en décembre 2023. Donc, on s'est retrouvés parents de 6 enfants. Quand je l'ai annoncé pour bébé 6, j'avoue que là, il était en mode, en fait, bon, sixième, quand même là, je dis, mais quand même là, ça veut dire quoi? Après, il est venu, il m'a dit, non, c'est une excellente nouvelle. Je suis désolée d'avoir réagi comme ça. On a beaucoup de projets sur la table et tout, mais honnêtement, c'est bien. Il faut que je prenne plus de temps pour m'occuper aussi des enfants, pour passer plus de temps avec eux. Mais c'était plus d'appréhension qu'autre chose au départ. Mais au final, ça s'est très, très bien passé. Et bébé, si c'est arrivé. Et bébé, si c'était une grosse épreuve de notre couple également, parce que ça s'est mal passé à l'accouchement et j'ai été malade. J'ai eu la membrane du cerveau qui était perforée euh, lors de la péridurale. Et du coup, j'ai eu des douleurs atroces, des maux de tête indescriptibles. J'ai perdu énormément de poids. C'était très, très compliqué. Ça a été vraiment perforé. Du coup, c'est pas genre les petits trucs qui se résorbent seuls. J'ai dû avoir une autre intervention pour résorber le mal, entre guillemets. Et le fait de m'avoir vu dans cet état-là, tout le monde a cru que c'était un peu la fin. Et mon mari m'a vu dans cet état-là. Et ça a été une épreuve qui nous a encore plus renforcés parce que il était d'un soutien incommensurable. Il était présent. Il a eu les mots, il a eu les gestes, il a eu les prières. Tu sais, dans les difficultés, tu vois vraiment combien tu comptes pour les gens ou pas. Et là, j'ai vraiment eu la confirmation, si j'avais quelques doutes que ce soit, que ce monsieur-là m'avait choisi vraiment, en fait. Et le fait de m'avoir vu presque partir, lui aussi, ça lui a confirmé que c'est pas, OK, on est ensemble, ça se passait bien, mais le quotidien fait que des fois, il y a des gestes que tu ne prends plus la peine de faire parce que c'est le quotidien et parce que tu te dis de toute façon on est ensemble, etc. Mais qui reste important. Et aujourd'hui, il fait particulièrement attention à vivre chaque jour pleinement et à montrer son amour pleinement. Il le fait, c'est-à-dire c'est intentionnel. Et moi, de mon côté, cette expérience m'a appris l'essentiel. Donc, tout ce qui était les petits chichis, les petites chamailleries. Honnêtement, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi on se chamaillait, en fait? M'en souviens même plus tellement, c'est plus dans mon scope. Et ça m'a permis aussi de mettre beaucoup plus de bienveillance au quotidien. Tu vois, être plus à l'écoute parce que quand tu gères beaucoup de choses, des entreprises, une famille de 6 enfants, tu as tendance à être en mode militaire. Donc, il n'y a pas besoin de chichi, tu vois, il n'y a pas le temps de tout ça. Et tu es moins à l'écoute parfois, surtout quand il s'agit des tiens, malheureusement, tu vois. Et des fois, tu vois, ton mari te dit des choses et tu n'entends pas, tu le prends en plainte, c'est genre, oh, t'es jamais content. Mais en réalité,
Il exprime juste un besoin et aujourd'hui, je comprends et j'y réponds avec beaucoup de bienveillance. Ça a vraiment mis nos rapports à un autre niveau. Toutes ces épreuves-là nous ont mises à un niveau de maturité, de bienveillance et d'amour qui est totalement différent du départ. Donc, souvent, les gens me disent, oui, non, mais vous vous habituez pas trop. Enfin, est-ce que ça devient pas ennuyeux? Non, au contraire, ça se bonifie, en fait. Ça se bonifie. Aujourd'hui, on n'est pas ensemble parce que je suis sous mon meilleur jour tout le temps. Il m'a vu, mais je l'ai vu malade. J'ai oublié de parler de ces épisodes-là également, mais quand bébé 2 est venu, mon mari est tombé extrêmement malade. On a cru aussi qu'il allait mourir. Et 10 ans après, c'était moi, malheureusement, qui ai eu une épreuve de ce genre-là. Mais c'est un choix, en fait, que de rester ensemble malgré tout, tu vois. Et de se tenir la main et de se voir dans des états, mais incroyables, dans des états de détresse et tout ça, et d'être là, et d'être cette personne-là sur laquelle l'autre peut compter, de tout mettre en branle pour que l'autre aille mieux. Et c'est tout ça, honnêtement, qui fait que tous les jours que Dieu fait, je bénis euh, cette rencontre ce 30 janvier 2010. Je bénis Dieu d'avoir écouté mes prières. Je bénis également cet ex d'avoir pris cette décision. Même si après il a arrêté, il est revenu, etc. Mais il a pris la décision. Et merci parce que j'aurais peut-être pas eu le courage de casser en me disant oui, tu sais, tu vas encore abandonner quelqu'un, etc. Alors que c'était juste pas fait pour moi. Et je remercie également mon mari pour tous ces moments de patience, de doute, de colère, enfin, tout ce qu'on a traversé ensemble. L'amour, c'est la plus belle des décisions. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.